un podcast Cosmos Materia. J'ai eu l'idée d'un procédé, donc ma thèse s'est terminée en juin 2018. J'ai eu l'idée d'un procédé en septembre 2018. J'ai fait un tour d'Europe pendant que j'attendais mes réponses de mes CV pour aller voir les différentes foires et exhibitions qu'il y avait sur le sujet pour me rendre compte que personne ne faisait ce que j'avais en tête. Et donc j'ai commencé à écrire un brevet que j'ai déposé en avril 2019. On développe et produit de nouveaux matériaux avec des propriétés avancées. On était notamment sur toute cette fissuration à chaud, qui est un gros problème dans l'impression des aluminiums. Et notre procédé permet de supprimer cette fissuration à chaud, d'avoir des matériaux qui sont aussi résistants que les matériaux ordinaires, forgés, usinés. Allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromia Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine des matériaux et de la science. Je suis très content de retrouver pour ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un top guest également. Il n'y a que des top guests de toute façon dans Dromia Matériaux, vous le savez très bien. Sans transition, je vais pas vous le cacher, vous le spoiler. Il est à côté de moi, il m'attend. Allez, Maxime, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, Mike. Je vais super, merci. Bon, super, écoute, je suis très content de te retrouver dans Dromia Matériaux, d'autant plus parce qu'effectivement on se suit, ça fait un moment qu'on se suit sur LinkedIn et tout, on s'échange et des mots sympas et tout, on s'encourage, et là je me suis dit, banco, il faut que Maxime passe dans Dromia Matériaux, voilà, c'est le moment de Maxime, dans Dromia Matériaux, donc Non, c'est clair. ça va, sinon comment tu vas, comment t'as passé la journée, nickel? Je vais très bien, hein. Une bonne journée de travail, et je suis très heureux d'être là et de passer dans le podcast que je suis depuis maintenant deux ans, quelque chose comme ça. Bah Très écoute, chouette. super. Je suis très content, je suis très content. Écoute, c'est mon plaisir là. Franchement, c'est Dromia Matériaux, c'est une vraie passion d'échanger avec des femmes et des hommes de science, d'autant plus dans une thématique qui est celle des matériaux, et d'autant plus pourquoi le monde des matériaux, parce que le monde des matériaux, c'est tout ce qui nous entoure, hein, c'est toute notre interaction qu'on a avec notre environnement. Chaque matière qu'on touche, on touche un matériau, qu'on lui donne une fonction, quelque chose pour qu'elle puisse agir, interagir avec nous. Et d'autant plus que si on comprend pas la matière, comment on peut arriver à comprendre le monde? Et ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui dans le monde de l'économie circulaire, dans le monde d'une société mieux pensée, moins énergivore. On le voit, hein, on est en plein dans la guerre en Iran là qui est en train de se passer. On voit qu'il y a vraiment des problèmes au niveau des réserves mondiales, effectivement liées au pétrole. Donc on a vraiment une mécanique et une ressource, hein, qui est la genèse de beaucoup de nos matériaux, notamment les matériaux plastiques et les matériaux synthétiques. Et effectivement, on voit que comprendre le monde, comprendre la matière, avoir un respect plus grand pour ce qui nous entoure, ça a tout autant des enjeux sociétaux qui nous dépassent, et on doit finalement y résoudre au mieux. Donc effectivement, ça c'est clair. Écoute Maxime, je suis très content en tout cas de te recevoir dans Dromia Matériaux. Ça me fait très plaisir. Ce que je te propose, c'est de te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel monde t'as bercé pour arriver jusqu'ici. Et commençons par une question simple. Maxime, en fait, c'est quel baccalauréat que t'as fait aujourd'hui pour arriver jusqu'ici? Pour les Alors, plus jeunes qui nous écoutent, donc je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans, je viens de Belgique. J'habite toujours en Belgique et mon entreprise est au Luxembourg. Et donc moi j'ai commencé par un baccalauréat. Alors en Belgique on n'a pas le bac. On n'a pas le bac, ça n'existe pas. Mhm. On finit ses secondaires et après on va à l'université. Et j'ai fait à l'université un bac en sciences chimiques avec un master en sciences chimiques à spécialité matériaux. Et à la fin de mon master, j'ai fait un stage au LIFT, Luxembourg Institute of Science and Technology, qui m'a par la suite proposé une thèse. Et c'est comme ça que j'ai terminé par faire une thèse de doctorat en co-tutelle avec l'université de Haute-Alsace en France. Et donc voilà, c'est de là que je viens, et c'est comme ça que peut-être un peu par hasard ou par un concours de circonstances, je suis arrivé à créer ma
ma boîte, mais on en parlera un peu plus tard, je pense. Ouais. Mais écoute, c'est cool. Mais c'est vrai que la mécanique de baccalauréat, il me semble qu'elle est comme au Canada. Le baccalauréat, c'est le bac plus 2, non? C'est comme c'est ou la licence, si je dis pas une bêtise. C'est le Ouais, bac plus 3. je t'avoue, je sais pas exactement parce que moi, j'ai jamais rien compris aux différents systèmes. Voilà, En non, mais c'est Belgique, c'est sûr. facile. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis c'est fini. D'accord. Ok. Non, mais ça doit être ça effectivement parce que c'est vrai que tu prends par exemple le système canadien, le baccalauréat, il me semble que c'est le bachelor, tu sais, c'est la licence. Et Ouais, après, t'as le master et après, effectivement, tu arrives au doctorat. Et c'est vrai que nous, le baccalauréat, c'est vraiment à l'issue du secondaire où tu finis vraiment ton lycée. c'est Et ça. après, tu passes après à l'université. Et effectivement, ça t'autorise, hein, c'est le pass pour t'autoriser à aller à l'université. Non, mais c'est vrai que c'est cool. C'est cool. Bah, c'est vrai qu'un concours de circonstances, hein, qui t'a emmené jusqu'ici. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la science? Comment t'as décidé de te dire, tiens, c'est cool, je voudrais faire de la science, moi, plus tard. Est-ce que c'était une série télé, un jeu vidéo, un talk show dans un podcast ou alors dans une émission bien connue? Euh, Dis-nous tout. Alors, j'ai pas ce genre de souvenir. Je sais que ce qui m'a attiré, c'était tout ce qui était assez coloré, ces changements de couleurs, le fait de tout ce qui était un peu spectaculaire et spectacle. Ça m'a toujours attiré depuis, allez, je dirais 13, 14 ans, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et par contre, dans ce style-là, j'ai plutôt un professeur qui m'a conforté, justement juste avant d'aller à l'université, Monsieur Delsat, que je salue, On au te salue. passage, qui était un professeur de sciences, et il avait créé un spectacle sur la chimie qu'il a donné à peu près partout dans la francophonie. Mhm. Et je me rappellerai toujours qu'il terminait les pauses d'intercours en faisant exploser une bulle d'hydrogène pour mettre fin à la pause. Le fameux test de l'aboiement avec une petite flamme et boum. C'était génial. Incroyable, incroyable. Non, mais c'est m'est arrivé, moi aussi, j'avais un prof, effectivement, là, qui, qui avait utilisé plutôt, tu sais, les alcalins, hein, comme le sodium, le Ouais. lithium, ces choses-là, dans un cristallisoire. Et il avait mis un peu trop. Ça avait pété le bas du cristallisoire d'un coup, ça fait pop! Il y avait toute l'eau dans la salle de cours, c'était trop marrant. Enfin, bon, c'est marrant, mais bon. Ben, Sur le coup, ça, c'était je l'ai eu pas aussi. drôle. Ça, je l'ai eu aussi, mais avec un autre professeur, et lui, il s'est caché sous la table. C'est Comme pas quoi, une blague. il y en a des trucs comme ça qui arrivent. Ouais. Moi, ça Et m'est puis, arrivé sur un truc aussi, il me semble, mais on me l'a raconté après coup. C'était un ami à moi quand j'étais au lycée. On faisait en fait des TP, tu sais, pour pouvoir travailler sur du toluène. Et en fait, on mettait en fait un nitro, tu vois, on faisait du nitro-toluène. Et tu sais que si tu arrives au tri-nitro-toluène, c'est pas ouf. Et il pareil, il m'avait raconté qu'il y avait un truc comme ça. Il a eu peur qu'un des étudiants avait fait du dinitro-toluène et tout ça. Il avait pas, il s'est barré, il paraît. Bref, il y avait un truc comme ça, mais bon. Mais bon, moi je m'en foutais, j'étais dans mon TP, tu sais, il fallait faire le nitro-toluène parce que bon, c'était le TP, il fallait le faire. ouais, Mais bon, il y a des histoires comme ça qui nous arrivent. Juste ouais, c'est des sûr. choses incroyables. C'est Et quand on sûr. touche à la chimie et à la physique, forcément, ça rate pas, quoi. On en a tous des histoires comme ça. C'est clair, c'est clair. Maxime, alors du coup, tu peux nous en parler un peu plus alors de ce que tu fais alors dans ton cursus, ce que tu as fait, ton parcours professionnel en fait, ce qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais à l'heure actuelle et notamment bah, ton entreprise qui est je spoil pas, moi je sais des choses mais j'ose pas trop dire, alors je spoil pas, je te laisse un peu me dire les choses, je veux pas tout casser dans dans le podcast, mais dis-nous tout un peu, voilà, quelle est ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, et après j'aurai une question avec toi sur le secteur un peu plus. On peut commencer un peu par le parcours scientifique, plutôt les différents sujets que j'ai eu l'occasion Oui, de bien sûr. traiter ou de voir durant mon parcours. Alors j'ai commencé par un master, une thèse de master qui était sur les Metal Organic Framework. Je sais que ça a fait l'objet un épisode du podcast. Je pense Ouais, que tout c'est le à premier fait. d'ailleurs. Avec Nizami Israfilov, on t'embrasse, Nisa. Ami à moi, effectivement, et chroniqueur de Material Thinking sur Cosmos Materia également.
Excellent. Mais ça m'avait fait plaisir de voir ça et ça m'a aussi fait plaisir de voir que le Nobel de cette année a été remis pour les métaux organiques Framework également. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était très chouette. Et donc j'ai commencé par ce domaine d'études. Toujours au final organique, inorganique, matériaux hybrides. Mhm, Et puis ma thèse de doctorat a porté sur des films minces polymères avec des inserts de nanoparticules d'argent. Tout mhm. ça pour des propriétés antibactériennes, avec typiquement des applications SALDOP. Donc c'est toujours cette combinaison. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours resté là-dedans. Et je pense que c'est un truc qui me plaît, de pouvoir avoir allié d'autres choses. C'est toujours cette combinaison métal, non métal ou différents constituants euh, qui donnent des propriétés améliorées. Et une fois que j'ai fini ma thèse de doctorat, en fait, c'est un peu un concours de circonstances qui m'a fait créer cette entreprise parce que je cherchais un job dans l'industrie au Luxembourg, vu que j'ai effectué ma thèse au Luxembourg et que je m'y plais bien. Euh, et après avoir envoyé X CV à l'industrie pour pouvoir avoir mon premier emploi, j'ai été voir un ami Mhm, qui lui avait créé sa boîte et qui était du coup assez connu dans l'industrie luxembourgeoise. mhm. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux pas me rencarder pour que j'ai un entretien ou mon premier job, etc. Il m'avait dit, oui, je vais distribuer un peu ton CV à mes connaissances, mais tu devrais pas fermer la porte à l'entrepreneuriat. Et bon, moi, je suis un peu têtu, donc quand il me l'avait dit, j'avais autre chose en tête, et donc j'ai dit, oui, oui, c'est ça, cause toujours qui m'intéresse. Une fois que j'ai distribué tous mes CV, on attend les réponses, on attend les entretiens, et Tout à on fait. a le temps. Et à un moment donné, je me suis intéressé à la fabrication additive, donc l'impression 3D Mhm, métallique, et voir quels étaient les challenges du secteur au niveau matériaux actuellement. mhm. Et il y avait un des challenges importants, c'était qu'il y avait très peu de métaux qui étaient imprimables, dû à un phénomène qui s'appelle la fissuration à chaud. D'accord. J'aime bien faire un parallélisme entre la fissuration à chaud, qui est en fait la création de fissures lorsque le refroidissement est trop rapide, D'accord. à un phénomène qui est assez similaire, c'est un glaçon dans un verre d'eau, Mhm. qui lui aussi fissure parce qu'il y a un choc thermique, que lui, le réchauffement est trop rapide. Et en fait, c'est des phénomènes qui sont relativement similaires, Mhm. mais qui génèrent en fait énormément de fissuration dans les matériaux, qui fait des matériaux qui sont totalement inutilisables pour l'industrie. Oui. J'ai eu l'idée d'un procédé, donc ma thèse s'est terminée en juin 2018, et j'ai eu l'idée d'un procédé en septembre 2018. J'ai fait un tour d'Europe pendant que j'attendais mes réponses de mes CV pour aller voir les différentes foires et exhibitions qu'il y avait sur le sujet, pour me rendre compte que personne ne faisait ce que j'avais en tête. Et donc j'ai commencé à écrire un brevet que j'ai déposé en avril 2019. Pour ceux qui ont écrit une thèse et écrit un brevet, c'est encore pire. Ouais, C'est ouais, un j'en doute pas. enfer. J'en doute C'est pas. un J'en doute enfer. pas. Surtout, c'était plein de normes, plein de façons d'écrire, plein de tournures juridiques pour essayer de bloquer au maximum certaines choses. Effectivement, si t'as dû te faire accompagner, tu t'es fait accompagner ou t'as vraiment fait par toi-même et après, in fine, t'as déposé comme ça? J'ai une de mes connaissances qui m'a dit qu'il voulait bien faire la relecture. Et lui était juriste spécialisé dans les brevets. Mhm. J'ai comme principe que quand on me rend service, à ça, j'essaye d'arriver avec le document le plus fini possible. Bien sûr. J'avais quand même vraiment travaillé énormément. Et il m'a dit, il y a 3 virgules à changer. Le reste, c'est bon, on peut l'envoyer. Donc j'étais quand même très fier. Là, tu m'étonnes. Euh, mais oui, c'était très compliqué. Et donc, dépôt de brevet en avril 2019 et création de l'entreprise qui s'appelle AM4AM, Advanced Material for Additive Manufacturing, Mhm. en juillet 2019. Et donc voilà, c'est mon entreprise. Si maintenant je passe plutôt sur la partie que fait mon entreprise, Ouais, bien la suite sûr. du parcours. On développe et produit de nouveaux matériaux avec des Mhm. propriétés avancées. On était notamment sur toute cette fissuration à chaud, Mhm. qui est un gros problème dans l'impression des aluminiums. Et notre procédé permet de supprimer cette fissuration à chaud, d'avoir des matériaux qui sont aussi résistants que les matériaux ordinaires, forgés, usinés.
Et donc ça, c'est l'innovation de l'entreprise. L'entreprise a évolué, même si en créant une entreprise en août 2019, je savais pas que j'allais être très vite stoppé Avec le Covid. par le Covid. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu Ouais, m'étonnes. c'est honnêtement le plus grand regret. J'aurais dû créer cette entreprise 2 ans après. Ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, tu m'étonnes. Mais donc voilà, on a su surmonter les différentes épreuves, aller chercher des fonds à la Commission européenne pour pouvoir faire la preuve de concept de la technologie. Une fois que la preuve de concept a été faite, acquérir les premières machines, relever de fonds et maintenant acquérir l'ensemble des machines qu'on a. Et l'équipe se constitue d'une petite dizaine de personnes à l'heure actuelle, avec une trentaine de machines et 600 mètres carrés de hall, qui nous permettent de tout faire, autant la production de poudre que le développement, l'impression 3D et le test. Tout ici sur place au Luxembourg, ce qui nous permet d'aller hyper vite dans nos développements matériaux et Mhm. également de se positionner en support de nos clients. Bah, c'est super intéressant. C'est vrai que quand on parle de fabrication additive, hein, pour le grand public, on se centralise beaucoup plus sur le monde du plastique ou le monde des matériaux polymères, notamment sur une des fabrications additives la plus connue, la FDM, le débot filamentaire, qui est connue, hein, qui est la plus connue, hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde du design. Les designers adorent faire de la conception assistée par ordinateur pour faire n'importe quoi par fabrication additive. Et c'est vrai que il est beaucoup plus démocratisé que le monde du métal ou de la fabrication additive sur le monde métallique, parce que effectivement le monde du métal, ça demande des pièces beaucoup plus complexes et des pièces, si tu veux, pas destinées au grand public. C'est des pièces destinées vraiment à l'industriel pour des applications bien définies, ça soit du secteur de l'aéronautique, du spatial. Alors je parle des secteurs vraiment de haute valeur technologique. Peut-être que t'en as des moins, mais à mon avis, tu dois travailler plutôt dans ces secteurs-là. Oui. Voilà, je me doute, hein, je me doute quand même. Parce que c'est les approches les meilleures, hein, pour pouvoir fabriquer des pièces en ayant un coût matière le moins possible, parce qu'on part du bas et on va vers le haut. On n'usine pas. Donc Tout à là, fait. tous les enjeux sont intéressants. Et comment tu fonctionnes? Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, si on prend des grandes marques de fabrication additive, je reste dans le monde des plastiques, hein, sont des gens qui vendent leurs solutions, ils vendent leur appareil, leurs solutions, et ils vendent aussi leurs matières premières. Comment toi tu fais effectivement? Est-ce que tu vends ta solution, tu vends ta matière première, ou est-ce que la matière première que tu crées, les poudres, est-ce que tu les designs pour d'autres personnes, pour d'autres machines? Comment ça se passe? Alors, on essaye déjà effectivement, merci d'avoir précisé que, donc en fait, nous, on travaille essentiellement sur des poudres. Donc, on travaille pas sur du filamentaire. Mhm, Euh, c'est uniquement poudre avec une technologie qui s'appelle fusion laser sur lit de poudre, mhm, où en fait, on va venir déposer une couche de poudre, faire fondre avec un certain design, redéposer une couche de poudre et refaire fondre avec un autre design, et pour faire en sorte que la pièce grandisse comme ça. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que toutes les machines sur le marché, et c'est une des difficultés, toutes les machines sont un peu différentes. Donc, pour tout matériau, il y a de toute façon une phase de qualification, peu importe la machine, parce qu'on mhm, peut pas prendre de la paramétrie d'une machine et la mettre sur une autre. mhm, Même au sein d'une marque, un modèle n'a pas la même paramétrie. mhm, Donc, à l'heure actuelle, c'est très compliqué, il n'y a pas de standardisation. Et nous, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on sait que ces phases de qualification des matériaux sont assez coûteuses, c'est de dire, écoutez, nous, on fait un pas vers vous en vous réduisant la fenêtre de paramètres à tester, mhm, puisqu'on a les capacités de tester ici. Et avec une fenêtre de paramètres réduite, on peut faire accélérer enfin, accélérer la qualification et donc diminuer le temps que nos clients passent à qualifier nos poudres. Et en fait, c'est un vrai win-win parce que nos clients dépensent moins d'argent dans leur qualification, mhm. ils dépensent moins de temps, donc ils bloquent une machine pour du développement moins longtemps. Et de notre côté, en fait, le client commande plus vite des volumes plus importants. Donc, dans les deux cas, on gagne à fonctionner de la sorte. Et nous, ce qu'on essaye, c'est pas de dire qu'on va avoir des paramétries pour toutes les machines, mais pouvoir avoir déjà une fenêtre de qualification qui soit restreinte. D'accord. Et donc Ça veut c'est dire plutôt dans comment? cet état-là qu'on fonctionne. Ouais. Ça veut dire comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que le client va te louer une machine, et va dire, bah voilà,
j'ai besoin de temps d'essai. Toi, tu alloues une machine au client et tu lui mets à disposition la matière à utiliser. Et du coup, après, ça lance du procédé, ça fait du prototypage, ça teste. Et finalement, toi, tu fais quoi? Tu vends, tu loues cette prestation de machine plus l'utilisation des poudres? Comment ça se passe? Alors, on loue pas de machine, on fait pas de machine, on se concentre que sur la poudre. C'est juste que on fait pas de pièces. On n'a pas vocation à faire des pièces, Mhm, euh, sauf des pièces test. mhm. Donc typiquement des cubes ou des éprouvettes de traction, ce genre de choses. Ça, on fait. Donc il faut que soit les clients finaux trouvent des gens qui impriment avec des systèmes d'impression, soit qu'ils ont les systèmes d'impression directement chez eux. Et là, on les aide en D'accord. leur donnant une fenêtre de paramétrie réduite. Honnêtement, faire des pièces, c'est un... Alors, on fait quelques pièces pour nous, en tant que démonstrateur, mais c'est vraiment pour un usage, je vais dire, juste expo ou quelques petits projets. Mais c'est un métier à part entière. Nous, on veut continuer à se focaliser sur le cœur de métier de l'entreprise, qui est la fabrication de poudres avancées avec de nouvelles propriétés. Et donc, on n'a pas du tout vocation à aller dans cette voie-là. Par contre, on a vocation à être un vrai support pour l'intégration de nos solutions matériaux chez nos clients. D'accord. D'accord. Donc en fait, oui. Donc en fait, vous vendez vraiment la matière première, en fait. Vous vendez Oui. la matière première et vous avancez sur le développement de votre matière première pour quand il l'est intégré chez le client, il a déjà en fait des paramètres déjà préétablis pour dire effectivement, ça va s'intégrer de cette manière sur ma machine et ma solution. Exactement. On aide les clients à D'accord. intégrer directement dans leur workflow et dans leur chaîne de production un nouveau matériau qui va leur apporter une valeur ajoutée. Et du coup, alors, sur quels paramètres tu joues? Je vais te reposer en fait la question. Sur quels paramètres tu joues? Est-ce que tu joues sur des paramètres d'association de différents métaux pour donner des alliages et travailler sur des alliages bien précis? Est-ce que tu vas jouer à la fois sur le facteur de forme de ta particule? Est-ce que tu vas aller sur plutôt des sphères? Est-ce que tu vas te plaider sur des microfilaments? Est-ce que tu vas aller sur des plaquettes, par exemple, qui vont s'adapter à différents types de procédés d'impression de fabrication additive, plutôt? Euh, sur quels paramètres, effectivement, tu joues? Alors, on a la chance maintenant d'avoir des machines pour jouer sur énormément de paramètres. Il faut savoir que la plupart des poudres sont sphériques, mais qu'il y a sphérique et sphérique, on va dire. Et donc, on a maintenant un atomiseur depuis peu qui nous permet de faire les poudres chez nous pour pouvoir vérifier différentes hypothèses. Après, nous, le procédé que j'ai breveté et le cœur de l'entreprise, c'est un procédé de modification de poudre en greffant et en faisant des petits inserts de céramique ou d'autres métaux à la surface des poudres. Donc en fait, on a D'accord. des poudres qui sont incrustées, je dirais décorées de plus petites particules de céramique ou d'autres espèces métalliques qui leur donnent des propriétés meilleures ou en tout cas quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre en fabrication additive. Et ouais, c'est super intéressant. Parce qu'effectivement, donc, tu fais un traitement de surface de tes poudres Ouais, par, en fait, des céramiques. Effectivement, ça veut dire que tu lui donnes un côté réfractaire. Ça veut dire qu'elle va refroidir moins vite lors de exactement, l'impression. Parce qu'elle va être maintenue par cette surface, hein, ce traitement de surface céramique. Donc exactement. effectivement. Mais du coup, c'est intéressant, mais au moment de la liaison, au moment où tu vas créer cette liaison finalement, est-ce que c'est pas un problème d'avoir ajouté ces greffons céramiques, si tu veux? Est-ce que t'es pas obligé de les évacuer pour être au contact de métal-métal pour pouvoir faire bien ta pièce? Ou alors, ce traitement de surface céramique va faire partie intégrante de la propriété finale de la pièce? Elle fera partie intégrante et alors après il y a toute une sélection de la céramique qu'on va utiliser et c'est un vrai travail de pouvoir sélectionner une céramique qui va, en fonction de ce qu'on veut, plutôt rester inerte ou plutôt réagir avec le métal fondu pour former des Mmh. espèces intermétalliques et agir comme agent renforçant en fait. Et Ouais, donc c'est super intéressant. il y a un vrai travail métallurgique à réfléchir à quelle céramique on utilise. En fonction des applications, en fonction des demandes clients, et en fonction, et tu l'as dit en préambule, et c'est quelque chose auquel on regarde beaucoup, en fonction de ce qui est disponible en Europe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut développer une technologie, mais pas aller sur des choses trop exotiques pour, in fine, si c'est pas viable industriellement, ben en fait ta solution n'a aucun intérêt, aucun Tout à intérêt. fait. C'est des choses qui, je trouve, ne sont pas toujours ou pas encore prises suffisamment en compte dans l'industrie.
Mais nous, c'est un des piliers de l'entreprise. On a 100% de nos ressources dans nos matériaux qui sont européennes. Et on va commencer à intégrer des matériaux recyclés dans nos matériaux pour pouvoir, encore une fois, gagner à l'heure actuelle, tout le monde appelle ça souveraineté parce que c'est le mot à la mode. Euh, Avant, nous, on appelait ça supply chain. Avoir une supply chain qui était fiable et courte. Et c'était le but de l'entreprise. Et c'est clair qu'au final, cette notion de souveraineté, elle nous donne un coup de pouce sur la vision de l'entreprise qu'on avait au départ, qui était d'utiliser et d'avoir des chaînes d'approvisionnement courtes. Hmm. Ouais, effectivement. Effectivement. Et tu as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est cette mécanique de recyclage. Et j'allais te poser cette question sur la mécanique de recyclage, sachant qu'effectivement tu donnes une modification de tes poudres. Comment tu vas assurer derrière cette recyclabilité de ton matériau? Est-ce que effectivement tu vas savoir quel pourcentage de céramique tu as mis pour pouvoir redesigner des alliages à un tel pourcentage? Parce que on comprend très bien que dans le monde de la métallurgie, dans le monde de l'alliage, à quelques pourcents près, tu changes la microstructure de ton matériau. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à un moment où tu vas recycler, au moment des céramiques que tu as mis, pour pas que ça soit un polluant, effectivement, que ça soit plutôt une charge qui va renforcer et pas un élément parasite qui va te faire perdre en propriété, effectivement. Non, ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes, qu'on n'a pas encore investiguées, mais qui sont clairement dans l'investigation. Quand je parlais de recyclage ici, je parle plutôt d'intégration de déchets dans nos formulations directement, plus que ce qui vient dans le second temps, le recyclage de nos matériaux directement. D'accord. Mais c'est clair que l'un peut pas aller sans l'autre, mais il faut commencer quelque part. Et je pense commençons avec un matériau qu'on va dire primaire, avant d'aller sur un hybride binaire qui sera de toute façon plus complexe. Bien sûr. Mais en tout cas, l'entreprise veut aller dans cette direction-là. Et les récentes acquisitions d'équipements qu'on a fait vont dans ce sens, puisque l'atomiseur qu'on a ici. Donc l'atomiseur, c'est la machine qui permet de partir d'un fil, d'une tige ou de déchets et en refaire des poudres. Et l'atomiseur, on a pris un atomiseur qui est très petit et compact, donc qui n'a pas vocation à débiter des tonnes, mais qui a vocation à être assez versatile, qui pourra aussi bien faire du test sur du tungstène, qui a un point de fusion hyper élevé, que sur des aluminiums avec des éléments tels que le zinc ou le magnésium qui sont assez volatiles et qui peuvent s'évaporer lors du recyclage. Donc c'est ce qu'on a voulu, c'était pouvoir faire des preuves de concept pour pouvoir, dans un premier temps, montrer que ça marche et mettre un premier pied à l'étrier pour la suite avec des plus grosses capacités dans le futur. Effectivement, il faut toujours commencer par déjà de la validation de procédés et in fine aller sur de plus en plus de la fabrication industrielle et tout ça. Et c'est ça en fait si tu veux, le jeu de la R&D. Voilà, le jeu de la R&D, c'est toujours au moins d'aller jusqu'à l'échelle pilote, produire quelque chose à un certain volume et puis derrière valider tout ça. Ah, ben c'est super intéressant. Du coup, moi j'ai deux questions à te poser. La première, c'est l'intégration. L'intégration de ces matériaux recyclés, comment ça se passe? Est-ce que tu les récupères, tu les broies via l'atomiseur et effectivement après tu les insères dans tes poudres? Donc ça c'est ma première question par rapport au monde du recyclage. Et ma deuxième, je l'ai oubliée, donc du coup je te laisse répondre à la première. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Alors, en fait, dans le recyclage, nous, on a ici sur site toute la partie atomisation. C'est-à-dire que ce qui arrive ici est déjà, on va dire, réduit en plus petits morceaux, trié, nettoyé. Et nous, on s'occupe de voir si, in fine, on a encore des contaminants, si on arrive à avoir les mêmes propriétés. Mais il y a toute une phase en amont qui est le triage, savoir séparer les alliages en fonction des différents types d'alliages, hein. Le nettoyage, la décontamination, le broyage, ça c'est des procédés qu'on n'a pas encore. On a des partenaires sur plusieurs projets à l'échelon européen ou ESA avec lesquels on va travailler là-dessus, mais c'est clairement quelque chose qu'on doit investiguer et c'est une énorme partie du travail qui est encore à faire. Nous, ce qu'on espère dans les mois qui viennent, voire semaines d'ailleurs, c'est pouvoir faire une preuve de concept que quand on a
des choses déjà bien triées et bien conditionnées, on arrive à refaire des poudres sans aucun problème. Et après, il y aura toute la discussion de euh, qu'est-ce qu'on doit faire avant, comment on le fait. Il y aura évidemment une analyse économique aussi. Quel déchet a plus d'intérêt à être recyclé, quel déchet a moins, même si vous me direz un déchet c'est un déchet. Il y en a qui ont plus de valeur ajoutée que d'autres. Et donc, il faut voir si économiquement, euh, il y a un sens à prioriser telle source de déchets que telle autre, puisque une source de déchets va peut-être nécessiter moins de travail qu'une autre. Et donc, c'est tout ce savoir qu'on doit construire et qui est un grand pan de l'entreprise dans les années à venir. C'est une excellente réponse et en fait un excellent point de vue. Parce que effectivement, par rapport au type de matériaux et au type de, de localisation, j'allais dire en fait d'origine du déchet, effectivement, tout va se poser la question. Parce que par exemple, tu peux très bien récupérer des vieilles pièces du monde de l'aéronautique ou du monde du spatial qui sont normalement des niveaux de traitement du matériau qui est c'est une Rolls-Royce comparé à certaines choses si tu vas de la grande distribution, on va dire ça comme ça. Donc du coup, toi, en termes de qualité d'origine, tu vas pouvoir mieux le gérer. Mais c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être finalement l'intégration de tous ces matériaux qui viennent du monde de la grande distribution, on va dire ça comme ça, et qui sont en fait récupérés dans les centres de tri. En fait, tout cet enjeu-là, et c'est assez, en fait, c'est, comment te dire, c'est pertinent parce que je pense en même temps que je suis en train de t'expliquer, de dire la chose, parce que c'est pertinent parce que on va avoir à un moment donné un clash. Ça veut dire qu'il faut qu'on se restructure entièrement notre système pour savoir comment on va collecter nos matériaux. Et le problème, c'est que ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, toi, c'est un challenge pour ton entreprise. T'es obligé de le faire, ce travail. Mais peut-être que c'est pas à toi de le faire. En fait, c'est peut-être à la société de s'organiser pour te donner à un moment donné un matériau, à la fin, en fin de chaîne, à te dire, voilà, celui-là, il est pour toi. Et donc, en fait, il y a des nouveaux business qui doivent se mettre, en fait, avant toi pour pouvoir traiter ces matériaux, collecter ces matériaux et te fournir, toi, la meilleure matière première possible, qu'elle soit de source primaire ou secondaire ou tertiaire ou autre, pour que toi, tu puisses finalement faire ton métier, qui est l'atomisation des poudres, développement des poudres, traitement de tes poudres, test sur des machines. Alors là, tu nous as présenté une des façons de faire de la fabrication additive. J'espère, mais je pense que tu vas aller peut-être sur d'autres types de machines de fabrication additive par la suite. Et finalement, c'est-à-dire d'autres enjeux, d'autres challenges. Et finalement, si tu prends tout à bras le corps, tu pourras pas tout gérer, quoi. Tu pourras pas tout gérer, c'est pas possible. Donc du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que tu mènes. Est-ce que tu accompagnes, par exemple, des projets sur ça, des gens qui viennent te dire, écoute, Maxime, moi, mon métier, ça va être de sourcer ta matière première. Est-ce que toi, tu accompagnes des initiatives comme celle-ci? On n'a pas encore vu trop d'initiatives de ce genre-là. Je sais qu'il y en a. Après, à l'heure actuelle, pour l'instant, là, on est en test avec nos voisins qui démontent dans le business, c'est de démonter des batteries de véhicules électriques pour faire de l'upcycling. Et là, on a toute une partie des casings des batteries qui est en aluminium. Et on va commencer des tests pour voir comment ça se recycle. Alors, c'est des tests à petite échelle. Là, on a déjà fait, par exemple, on a identifié les alliages. C'est des pièces qui sont pas hyper complexes, donc a priori, c'est un seul alliage. Il faut juste qu'on évalue encore les traitements thermiques, voir s'ils ont été contaminés parce que c'est des pièces de refroidissement. Et comment on fait? Il y a des petites choses qui peuvent être faites ici en preuve de concept, mais l'idée c'est que nous on veut pas attendre fatalement que quelqu'un passe. On a une démarche proactive à ce niveau-là. Bien sûr. Vu qu'on a les équipements, autant plutôt montrer nos capacités et ça créera peut-être des vocations si je puis dire. C'est plutôt dans une démarche proactive de se dire on a les capacités, c'est quelque chose en lequel on croit. Pour un point de vue environnemental et de souveraineté également, qui est redevenu un enjeu récemment. Et donc, on essaye d'avoir vraiment cette démarche proactive.
Hmm. Non, mais c'est très intéressant parce que voilà, moi je t'en parle parce que je trouve que ça montre que voilà, la société doit évoluer. On doit repenser nos usages, repenser nos filiales de recyclage. Effectivement, j'ai eu l'occasion dans plusieurs épisodes de Romain Matériaux de parler de cette mécanique-là, de se dire effectivement, de toute façon, on est dans un moment où on teste plusieurs chemins, plusieurs procédés pour pouvoir recycler tout type de matériaux confondus. Et effectivement, il va arriver un moment donné où il y a une solution qui va s'imposer par rapport à une autre. Un peu, si je peux te faire un parallèle, un peu comme les câbles de notre téléphone. Avant, on avait du Lightning sur iPhone. Après, on est arrivé sur de l'USB-C. Et maintenant, on a eu l'USB-C qui s'est imposé. Et ben, je pense qu'il va avoir un peu cette même mécanique-là qui va s'imposer dans le monde du recyclage ou dans le monde de la sélection des matériaux sur des types de matériaux bien précis. Donc, il va y avoir des mécaniques de souveraineté, savoir où on récupère ces matériaux et comment on arrive à les recycler. Et effectivement, comment on est capable, après, de ces matériaux récupérés, les transmettre à des personnes qui en ont besoin. À l'heure actuelle, quand on regarde un peu ce que fait le monde des gens qui recyclent, qui récupèrent, ils sont un peu... en fait, la mécanique, elle est un petit peu comme ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui te passe un coup de fil. Ah bah salut, écoute, j'ai tant de gisements que je n'arrive pas à recycler. Comment je peux faire? Ah bah attends, je vais trouver peut-être je vais te trouver un débouché. Mais en fait, ça, il faut que ça s'arrête d'une certaine manière. Maintenant, en fait, il faut que ça évolue. Il faut que maintenant, ce qu'on a conçu et éco-conçu, donc j'ai déjà vendu la mèche, j'ai dit éco-conçu avant. En fait, il faut qu'elle soit éco-conçue, quoi. C'est-à-dire, il faut que déjà on anticipe toutes ces fins de vie et toute cette mécanique-là. Et même dans les consortiums de développement matériaux, on devrait intégrer déjà des intégrateurs comme toi qui sont déjà là à dire, ben nous, en finalité, on fait ça. On est capable de faire ça. Vous, comment vous allez concevoir votre matériau dès le début? Nous, comment on va être en capacité de le récupérer pour vous faire une pièce N+1 ou C+1, si je veux dire cycle plus 1, on va dire ça comme ça, Ouais. au deuxième cycle. Donc vraiment, il y a une mécanique, effectivement, une approche qui est très importante. Et c'est vrai que le monde et la conception même d'itération et de cycle, de plusieurs cycles de vie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'intègre. Ça c'est clair, net et précis. Et du coup, je me pose une question par rapport à ça. Du coup, quand un client vient te voir, prenons un cas concret. Moi, j'arrive, je suis ton client, je dis, bah Maxime, je veux développer une pièce pour un module spatial. C'est une pièce qui est très très complexe, à multiples facettes. Parce qu'évidemment, je vais aller sur la fabrication additive parce que j'ai une pièce complexe à multifacettes. Sinon, je vais usiner d'une certaine manière. Et du coup, je n'ai ni machine. Je ne sais pas comment je vais m'équiper en machine. Je sais que mon cahier des charges, c'est tel matériau qu'il me faut. Parce que bon, mes ingénieurs matériaux ont bossé. Mais par contre, je ne sais pas quelle machine je dois m'équiper pour pouvoir faire cette pièce en plus grande série. Comment ça se passe? Comment la personne t'aborde et comment toi tu réagis à ce profil et comment tu crées l'acquisition de ton client? Alors, ça, c'est pas une demande très courante. Ben, j'espère que ça va la devenir. En général, on nous demande pas quelle machine on doit acheter. Ça, ils savent. En général, il y a la machine déjà et après on galère. Au secours, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça, ils savent en général quand ils viennent chez moi, ils savent déjà quelle machine il faut utiliser, quelle machine il faut acheter. D'accord. Donc on n'a pas ce genre, mais c'est vrai qu'on a parfois des clients qui nous disent oui, mais c'est très bien, mais nous on n'a pas les équipements, on n'a pas les équipements chez nous. Mhm. Et donc nous on travaille à l'heure actuelle avec deux partenaires, un dans le nord-est de la France et un au Luxembourg, Mhm. qui peuvent imprimer nos pièces, qui ont de l'expérience sur notre matériau. Pour ne pas les citer, ils s'appellent Pint dans le nord-est de la France, je les salue, et Saturn Technologies au Luxembourg. Pin Saturn Technologies, Et- on vous salue. Ouais, c'est des super boîtes. Eux ont l'expérience et en fonction du cahier des charges, un va être plutôt pour des pièces de plus grande série et l'autre plutôt pour du prototype. Mhm. Et nous, on les envoie plutôt vers nos partenaires. Et voilà, ça, c'est les deux partenaires, mais on est en train de construire tout un réseau avec d'autres qui vont rejoindre et qui auront une expérience et une expertise sur notre matériau pour tous les clients qui sont intéressés par notre matériau, mais qui n'ont pas les capacités de production. Ben écoute, je te félicite. Oui, je te félicite parce que tu as fait le choix de la synergie plutôt de l'intégration par dépit d'une certaine manière. Et en fait, ce choix de la synergie, de travailler avec les acteurs autour de toi, c'est louable. Et moi, je t'en félicite pour ça en tout cas. Merci, on peut pas tout faire et je pense que savoir rester là où on est bon,
c'est-à-dire dans les matériaux. C'est le choix que j'ai fait, qu'on a fait avec mon associé, et on n'en bougera pas et il n'y a pas de regret. On travaille avec des super boîtes et ça nous permet de voir autre chose et d'avoir plein de synergies avec des gens super. Et c'est un bonheur et il y a pas de regret ou il y a pas de projet de se dire un jour on va faire des pièces. Non, je préférerais, comme je l'ai dit, remonter la chaîne pour pouvoir intégrer plus de matières recyclées, développer plus d'alliages que de diversifier et faire des pièces pour les clients. Donc effectivement, il y a une vraie vocation derrière à créer un catalogue. C'est-à-dire vraiment, tu vas créer Ouais. un catalogue et sur catalogue, tu vas dire, bah voilà, je veux ce matériau-là. Et à un moment donné, quelqu'un te dira, bah ok, j'achèterai ce matériau-là. Et en fait, toi, le fait que tu as développé ce matériau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le donner effectivement à une autre entreprise qui sera capable de le faire à plus grosse échelle et plus grosse production pour pouvoir le vendre à ton client. C'est ça, exactement? Alors c'est une excellente question. Euh, on ne fait pas ça à l'heure actuelle, Mhm. tout simplement parce que le réacteur qu'on a pour faire notre traitement, on va dire magique, en tout cas le traitement qui est breveté chez nous, il peut déjà sortir 40 tonnes annuelles, ce qui est déjà vraiment beaucoup pour la production de poudre, fabrication additive en Europe. Mhm. Et donc en fait là on a besoin des partenaires, c'est que on n'atomise pas ces volumes-là. Donc on a Mhm. besoin de poudre déjà atomisée et nous on garde la modification ici chez nous. Donc à l'heure actuelle on compte sur un réseau de 7 à 8 partenaires en Europe qui peuvent nous fournir de la poudre dans des volumes beaucoup plus importants, qui nous permettent de garder ce côté itératif, production en petite quantité pour être efficace, pour consommer peu de matière sur les développements. Mais une fois qu'on a calé une composition, pouvoir dire à nos clients, vous inquiétez pas, si vous voulez une tonne, on fait une tonne, il n'y a pas de problème. Ouais, super, super. Et à quand les polymères? Ça, c'est pas prévu. Je me suis douté. Non, mais je te la pose parce que moi, il fallait se la poser. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vient du monde du plastique, donc forcément, Euh, je te la pose. Mais effectivement, ouais, non, mais et effectivement, je pense peut-être que c'est pas aussi les mêmes enjeux aussi. C'est peut-être pas les mêmes enjeux de terrain, j'avais, parce qu'effectivement, les polymères, ça demande aussi une synthèse des macromolécules, qui est un autre métier que créer des particules ou un facteur de forme bien précis d'un micro ou nano objet, tu vois. Je veux dire, c'est un peu un autre métier, quoi, en tant que tel. Donc effectivement, ouais. tout à fait. Voilà. Et j'avoue que quand j'ai écrit le brevet, j'ai mis de côté les polymères directement. Donc, a priori, il me faudra un deuxième brevet si on veut faire des polymères un jour. Tu m'appelles à ce moment-là. Ouais, ça va, ça marche. Non, mais c'est trop cool. Écoute, moi, je suis trop content, en fait. J'aime bien cette façon de travailler. J'adore ton état d'esprit, j'adore ton humeur. Moi, c'est quelque chose que j'adore dans Dromia Matériaux, c'est de montrer effectivement les femmes et les hommes devant leur science, hein, qu'elles ne se cachent pas derrière. Parce que c'est vous les moteurs de votre travail, c'est vous. C'est pas que Ouais, vous avez développé un brevet ou quoi que ce soit, c'est votre énergie, c'est votre ambition, c'est votre plaisir de partager et d'échanger qui est là et qui est moteur et qui est une force motrice à tout ça. Donc en tout cas, moi je vous en félicite et j'adore de vous recevoir et j'adore te recevoir Maxime Andromia Matériaux. C'est vraiment merci. quelque chose qui est incroyable pour moi. Je vais te poser une question. On va rentrer vraiment dans cet état d'esprit, dans ce mood, dans un autre contexte du podcast, vraiment l'état d'esprit du chercheur. Et quelle est ton approche euh, je vais reformuler. Si tu dois avoir, si ton état d'esprit, si je prends ton état d'esprit à l'heure actuelle, quel est ton état d'esprit par rapport au secteur où tu travailles? À l'heure actuelle, en tant que chercheur, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est prometteur? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de travail, que ça va être compliqué? En fait, finalement, est-ce que tu es un côté optimiste ou pessimiste? On va dire ça comme ça. Ah, moi, je suis un éternel optimiste. Donc là, je sais pas si ça va répondre à ta question. Non, le fait qu'il y ait beaucoup à faire, ça me motive parce qu'il y a tout à créer. Hmm. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré. Redémarrer de zéro ou se dire qu'il y avait tout à faire. Moi, j'ai adoré arriver à l'UNIF parce que je redémarrais en étant le petit. Mhm. Et puis j'ai adoré arriver en thèse parce que quand on commence sa thèse, ben, on est à tâtons, on sait pas comment ça se passe. Mhm.
Et puis j'ai adoré démarrer une boîte parce que là, c'était le plongeon dans quelque chose de tout à fait différent au final. Mhm. Et j'adore cette période, la période où on débute, parce qu'il y a tout à faire. Parce que en général, on prend quand même quelques claques. Je pense que des gens se reconnaîtront. Mais c'est tellement formateur, ça fait tellement grandir que ouais, moi j'adore. Et c'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pas encore trouvé un domaine dans lequel je me sentais complètement serein, complètement accompli, je vais dire. C'est toujours des choses à découvrir, il y a toujours des choses à faire. Et ça, c'est ce qui me plaît. Et donc, je vois les challenges avec énormément d'excitation et vraiment beaucoup d'envie à se dire, on va en relever quelques-uns, quoi. Et comment tu expliques ton travail à quelqu'un de novice, quelqu'un qui comprend rien? Enfin, c'est pas son métier, c'est pas. Comment t'es capable de l'expliquer ta plus-value à dire en quelques mots. Comment t'es capable de l'expliquer? Alors, déjà, il faut passer le stade de la blague de je fais de la poudre, qui est la blague à chaque fois. À chaque fois. On est très blagueur en Belgique, hein. Moi, j'adore les Belges. Je vous embrasse. Comment j'explique autre que dire je fais de la poudre? Non, j'explique en disant que on essaie d'apporter des nouveaux matériaux, que dans l'industrie conventionnelle, il y a 5500 alliages, Mhm. que qui sont imprimables correctement en 3D, il y en a entre 100 et 200, et que c'est un vrai frein à cette technologie d'impression 3D qui a énormément d'avantages dans le sens de pouvoir faire des pièces qui sont plus légères, plus complexes et avec beaucoup moins de déchets. En fait, on a très peu de déchets de fabrication. Il y en a. Je pense que les idéalistes qui disent qu'il y en a pas du tout, c'est pas tout à fait exact, mais on en a moins. On en a vraiment beaucoup moins qu'un usinage, etc. C'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on essaie d'apporter à la société. Donc, c'est comme ça que j'explique de manière assez simple qu'on essaye d'optimiser les moyens de fabrication par rapport aux matériaux, Mhm. en créant de nouveaux matériaux plus adaptés. Ouais, c'est intéressant. C'est une question, vraiment une question que j'ai, je ne sais pas honnêtement. Euh, Dans la fabrication additive du monde du métal, vous avez aussi l'approche de par support. Vous faites aussi des supports qui se Oui, construisent pour tenir certaines pièces. Et est-ce que bien ce sûr. support, c'est un autre matériau moins onéreux qui est utilisé, comme dans le monde du plastique, ou ça reste quand même nature à chaque fois pour éviter pollution, etc. C'est le même. C'est C'est le même. absolument le même. Et donc, à la fin des impressions, on se retrouve avec tous les supports qui pourraient être recyclés. Et ça, c'est clairement quelque chose que on aimerait essayer, c'est de pouvoir recycler les supports. Hmm. Ouais, effectivement, tu les récupères, tu les réatomises. Et Oui. effectivement, là-dessus. Mais je présume que le traitement céramique, il est plus bon. Il faut renettoyer la poudre, refaire le traitement. Ah, c'est bon, Ça, on c'est n'y est vrai, pas j'ai encore. compris. On n'y est pas encore, mais on y va. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt un upgrade des matériaux. Et il y a toute cette phase de recyclage de nos propres matériaux qui va être hyper intéressante et qui comportera des challenges, c'est sûr. Et comment tu vois la perspective? Comment tu vois la perspective derrière ce domaine? Bah en fait, en Europe, on va rester avec la mécanique de souveraineté. En Europe, comment tu vois cette perspective évoluer? Est-ce que tu penses que plus en plus on va avoir d'intégrateurs de fabrication additive? Est-ce que l'usinage va garder encore toute sa place? Comment ça se passe? Comment t'envisages les choses? Alors, excellente question. Je pense que c'est une mauvaise vue de l'esprit d'opposer usinage et fabrication additive. Pour moi, ça s'oppose pas, ça se complémente. Pour faire des pièces plus simples, l'usinage sera toujours plus rapide. L'usinage a de grands avantages en termes de rapidité, de précision que la fabrication additive n'a pas. Elle a son désavantage de générer quand même pas mal de déchets, bien sûr. Mais la fabrication additive, c'est plutôt le sentiment que j'ai au niveau du secteur. Elle va se démocratiser, s'accélérer également. Et tout simplement aussi pour une question, on parlait de souveraineté, le gros avantage, avec les plastiques, c'est déjà très utilisé, de pouvoir produire le plus proche possible d'un conflit, par exemple.
Les Ukrainiens sont hyper forts dans tout ce qui est impression 3D maintenant pour les drones. Euh, et d'ailleurs, dans la conception des drones, ils sont devenus, je sais pas si on peut dire leaders mondiaux, mais je pense. Ils réimpriment directement sur place. C'est un gain de temps qui est colossal. Et donc l'impression 3D, si on regarde d'un point de vue plutôt défense, ça devient une technologie qui est assez stratégique. C'est pour la partie plutôt défense. C'est déjà beaucoup utilisé dans le ferroviaire. C'est pas très connu, ça d'ailleurs. Euh, Tout simplement parce que ils peuvent refaire des pièces à façon au lieu d'avoir des hangars et des hangars et des hangars et des hangars de pièces de rechange. Hmm. Donc en fait, ils diminuent les tailles des hangars et ils impriment directement les pièces qu'ils ont besoin quand ils ont une réparation à faire. En flux tendu. Vraiment une mécanique de Exactement. flux tendu. Flux tendu, ou alors les maintenances sont prévues, les pièces sont réimprovisées, mais il y a moyen euh, de limiter la quantité de pièces stockées, et certaines sont stockées juste au cas où, quoi. Non, mais c'est très intéressant. Mais Donc d'un ça, point de vue économie circulaire, c'est super intéressant. Exactement. Parce que ça veut dire que, en termes d'empreinte matière, c'est-à-dire taux d'immobilisation de matière à un usage prédestiné ou en plein phase d'usage, en fait, il est limité. Donc, c'est clairement mieux. Clairement. Non, non, clairement. Et donc, pour tous ces petits enjeux, enfin, petits enjeux, je veux dire que ces enjeux mis bout à bout, Bien sûr. qui sont pas forcément petits, mais je suis très confiant pour le fait que la fabrication additive va continuer à avancer, et nous, on espère y mettre notre grain de sel pour donner le plus de matériaux processables ou imprimables, en bon français, possible. Mais c'est plutôt une technologie d'avenir, et il y a vraiment beaucoup de choses. Je parlais également des ressources locales. Il y a beaucoup d'industries qui se vendent d'utiliser l'impression 3D pour produire en local, là où ils en ont besoin directement. Ce que les gens ne disent pas, c'est que les poudres et les matériaux de base, ils viennent de l'autre bout du monde. Donc ça a pour moi absolument aucun sens. Nous, on veut aller un step plus loin, c'est permettre aux gens de dire on produit sur les lieux là où ça doit être utilisé, et c'est sourcé dans la petite usine là-bas au Luxembourg, pas très loin. C'est trop cool. Ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci. C'est tout le mal que je te souhaite, que tu arrives à apporter ta pierre à l'édifice, que tu arrives vraiment à faire prospérer ton secteur, ton entreprise, parce qu'effectivement, vous avez développé vraiment un procédé qui est novateur, quelque chose qui permet encore de faciliter la processabilité de ces matériaux. Et pour tout ça, en tout cas, moi, je te dis bravo. Voilà. Moi, en tout cas, je te dis bravo. Merci, je t'en félicite. Tu me connais que moi, dans mon monde et dans le monde de Dromia Matériaux et dans le monde de Cosmos Material, on met les hommes et les femmes en avant. Donc, je te dis bravo. Bravo pour ton travail. Merci. Du coup, on peut enchaîner sur une dernière partie du podcast, et la question que je vais te poser finalement, et tu vas voir, elle est pas si loin de tout ça, c'est, quelle est ta perspective? Quelle est ta perspective personnelle dans ton travail, dans ton secteur, toi en tant que chercheur? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place pour le futur? Nous, il y a tout un développement de l'entreprise où on veut amener de nouveaux matériaux. Je me répète, je me répète, mais là on a effectivement un alliage d'aluminium à maturité commerciale. On aimerait bien en sortir 3 autres cette année-ci. On a un projet assez important sur un alliage de nickel où on aimerait avoir des résultats d'ici la fin de l'année pour des applications spatiales et défense. Euh, Ça, c'est à court terme. Après, la vision, j'en ai déjà parlé au niveau de la vision et la perspective. Mais personnel. Ah, Moi, vraiment, là, ce que personnel, j'attends, c'est personnel. personnel. C'est la tienne. Toi, dans ton cœur le plus fort de toi-même. Moi, alors si je parle juste de moi, à Bien titre sûr, moi, je veux personnel, qu'on parle de toi. c'est continuer à m'épanouir dans mon entreprise, continuer à la faire grandir avec les valeurs qu'on a avec mon associé.
qui sont des valeurs d'esprit d'équipe, de dynamisme, de proactivité, de camaraderie. On est vraiment une bonne équipe, je trouve, assez soudée. Et ça me plaît beaucoup. Je prends énormément de plaisir à découvrir ce volet qui est relativement nouveau pour moi, de pouvoir avoir une équipe, puisqu'on était encore deux au mois de juillet. Donc c'est relativement récent. Euh, et, euh, et c'est clair que oui, moi ce que j'aimerais, c'est continuer à pousser les choses et à m'épanouir et à être heureux au final en développant cette entreprise. En tout cas, je le suis, ça m'épanouit. Il y a des challenges tout le temps et ça me motive énormément et ça me fait prendre énormément de plaisir. Et c'est plutôt ça mes leitmotifs au niveau personnel et ma perspective. Il y a pas d'autre chose. Je veux pas faire un exit de ma boîte à X. Ça, c'est des choses que je réfléchirai en son temps. Là, tant que je prends du plaisir à développer des choses, à intégrer une nouvelle machine que j'ai cherché ce matin, par exemple, où j'ai joué la moitié de l'après-midi avec la nouvelle machine. Ça fait beaucoup rire mes employés d'ailleurs. Mais c'est l'esprit du doctorant, tu vois, c'est l'esprit de l'éternel doctorant, quoi. Et qu'après, qui finit docteur, mais cet esprit-là de vouloir toujours essayer les trucs, tester, se mettre dans Non, des mais c'est sûr, problèmes, essayer. c'est sûr. C'est toujours notre truc, quoi. C'est notre dada, quoi. Je rassure mes actionnaires, je sais pas faire tourner toutes les machines, hein, donc j'ai pas passé trop de temps. Écoute, c'est super. Non, mais moi, je te félicite en tout cas encore une fois. C'est bien. Moi, j'adore cet esprit de constituer une équipe, de constituer un noyau, quelque chose qui nous passionne, une équipe qu'on a envie on sait pourquoi on a choisi ces profils, on sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi on a envie qu'ils fassent partie de notre aventure. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de fort, et c'est quelque chose qui se perd. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se perd en entreprise, où on dit on parle pas comme ça au petit personnel, ou tu vois des choses comme ça. Et ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister. Imagine qu'on passe plus de temps au travail que dans notre propre famille. Donc en fait, il faut que ça se marche, il faut que ça matche. Notre boulot, il faut qu'il nous épanouisse. Il faut que notre équipe soit épanouie et qu'on va tous dans la même direction. Et vraiment, ça c'est. En tout cas, je t'en félicite. Je t'en félicite que tu as su développer ça dans ton entreprise. Et ça, c'est un point majeur pour moi. En tout cas, c'est un point majeur. Et c'est quelque chose que je défends dans Cosmos Materia, dans la vision même de ce média également. Tu le sais, c'est cette façon-là, cette proximité, cette humanité que je veux défendre. Et du coup, je viens finalement à te poser cette question. Si tu as des conseils. Si tu as des conseils pour les jeunes générations, les générations futures qui viennent, ou les plus expérimentés aussi, on sait jamais, tu sais, on apprend tous les jours dans la vie. On apprend tous les jours. Quels sont ces conseils, quelle serait cette bouteille à la mer que tu donnerais aux plus jeunes et aux plus expérimentés? Je suis très mauvais en conseil. Très très mauvais en conseil. D'ailleurs, on fait pas de conseil en investissement ici. On n'est pas agréé. Non. Non. Non, je suis très mauvais en conseil. J'ai une règle d'ailleurs qui est de ne pas écouter les conseils d'une personne qui ne vous a pas écouté pendant une demi-heure. Je le tourne pas comme ça en général. C'est plutôt si une personne n'est pas capable de prendre un café à vous écouter, c'est que vraisemblablement il vaut mieux pas écouter ses conseils. Bien sûr. Mais si je dois donner un conseil, je pense qu'il y a beaucoup de choses où il faut essayer. Euh, on a le droit à l'erreur. Alors certaines fois il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres, mais rien n'est jamais fini. Moi j'essaye beaucoup de choses. Tout ne marche pas. La plupart, forcément dans une entreprise, on fait des projets, on soumet des fonds, etc. Alors on montre toujours les réussites, hein, mais je crois que dans les choses que je fais, il y a plus ou moins un tiers ou un quart qui marche, le reste ça ne marche pas. Mais on apprend de ça. Je suis toujours assez optimiste, pas parce que je sais qu'il y aura pas de problème, mais plutôt parce que je sais que j'ai les capacités de répondre aux problèmes. Et donc c'est plutôt cette mentalité moi je trouve bonne, mais c'est vraiment
C'est bien la preuve en fait. Je commence par un conseil et je dévie sur juste un truc que je suis vraiment très mauvais. Euh, non, c'est plutôt du coup un vécu qui j'espère pourra être inspiré certains. C'est plutôt essayer des choses et se montrer curieux euh, et de voir un peu où ça mène. On apprend toujours au final, hein, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Hmm. Euh, on apprend toujours et donc c'est plutôt cet esprit de continuer à essayer, continuer à vouloir créer, à vouloir faire des choses. Euh, tant qu'il y a ça, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajouterai même pas plus d'informations ou pas plus de positions parce que je suis d'accord avec toi. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut prendre le risque. Ouais, Il faut aussi développer une société où on accepte l'erreur comme ouais, étant une pièce fondamentale de notre réussite. Et ça, à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Mais avec je n'en doute aucunement, en fait, je n'en doute pas que avec des life motives et des mindsets comme le tien, comme le mien, comme beaucoup qui sont passés dans Dromia Matériaux, on arrive à changer les choses. Et j'en suis intimement convaincu. Je suis intimement convaincu là-dessus. Bah c'est écoute, sûr. c'est super. C'est pense que, super. je pense qu'il faut être ambitieux et parfois dur avec soi-même, mais aussi savoir être sympa Bien avec sûr, soi-même. bien sûr. C'est Tout n'est important. pas, effectivement, tu as tout à fait raison. Tout n'est pas blanc ou noir, en fait. La vie n'est pas blanc Non, ou noir. Même si les gens peuvent te le faire croire, il n'est pas blanc ou noir. Hein. On n'est pas en base 2. Hein. non, non. donc, donc, Et voilà. puis il y a des échecs qui doivent passer et il faut savoir être sympa avec soi et se dire ok, c'est pas grave, on passe à la suite. Ouais. Ben écoute, c'est parfait pour la transition, parce que je vais te poser une question, la question fondamentale de Drôme Matériaux, à ce moment précis même du podcast. Maxime, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Eh ben écoute, si tu reprends ce que j'ai dit depuis le départ et mon Hmm. parcours, il y a une chose qui suit, c'est que j'ai toujours travaillé sur des matériaux qui étaient hybrides, qui étaient le composant de deux. Donc je ne pourrais fatalement être qu'un matériau hybride. J'adore. C'est la logique, c'est la logique. D'accord. Un matériau qui se définit comme, allez, on va pas dire bipolaire, on va dire multiple. Hmm. On va dire multiple avec des forces alliées et d'autres faiblesses. Oui, le matériau hybride, j'aime bien. Les Metal Organic Framework, c'était hybride. Mathès, c'était hybride. Ici, c'est des hybrides. Donc, je pourrais pas être autre chose en termes de science. Et j'aime bien cette idée d'avoir un composant qui allie leurs forces pour faire quelque chose de mieux. Qui se dépasse. Ouais. Ouais. Exactement. Ah, je comprends Et très bien. C'est la et ça revient même à la des devise objectifs. de la Belgique, l'union fait la force aussi. Aïe, aïe, Voilà. aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fort. Bon, c'est super. Finir là-dessus, C'est c'est fort. trop content. En tout cas, je suis trop content de t'avoir eu sur Dromia Matériaux. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. En tout cas, je vous remercie. Moi, c'était un plaisir de recevoir Maxime dans Dromia Matériaux. Effectivement, toujours cet aspect d'hybride, hein. Dromia Matériaux, c'est même un podcast hybride dans Cosmos Materia également, parce que voilà, on allie vraiment le côté humain, on parle de C'est science, vrai. mais on parle de tout. Et c'est ce qui véhicule finalement le média Cosmos Materia, c'est celui-ci. C'est vraiment le fait de parler de la science autrement, de casser ces codes de la communication, de sortir du paradigme ou du prisme du sentiment d'autorité ou de l'argument d'autorité. Ici, il n'y a pas d'autorité. Ici, il y a que de l'expérience. Il y a que des gens qui disent qui ils sont et puis voilà, et puis c'est cool à la cool. On est là. On est à Ouais. la cool. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous soutenir, hein, de suivre Dromia Matériaux sur les réseaux sociaux, sur YouTube, hein, de vous abonner à la newsletter et effectivement de soutenir Cosmos Material sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, c'est super important pour nous. C'est ce qui nous fait monter, hein, qui nous donne plus de force et toucher plus de monde, hein, parce que la science n'est pas destinée à des élites, hein, elle est destinée à tout le monde. Et c'est à nous aussi de réélever les niveaux de compréhension de chacune et de chacun pour qu'on puisse avoir une société meilleure. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je défends la chose. En tout cas, merci beaucoup, Maxime,
d'avoir été avec moi pour ces instants-là, parce que ça a été 1h12 qui est passé, mais genre trop vite, quoi. Franchement, c'est génial. Et du coup, moi, je vais te poser une dernière question, Maxime. Ben, quel est ton mot de la fin pour cet épisode? Bah d'abord, je tiens à te remercier. C'était super chouette. Ça faisait longtemps qu'on se suivait et je savais que la discussion serait intéressante et que ce serait un chouette échange. Et comme mot de la fin, pour résumer, pour tous les scientifiques et non scientifiques qui nous écoutent, continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites, que ce soit matériaux ou autre. Ici, on a axé beaucoup sur le matériau, mais je pense que c'est l'essence même de ce qui fait des gens passionnés, intéressants et qui nous rend heureux. Exactement. Exactement. Ben, je te remercie, Maxime. Je te remercie. En tout cas, je te remercie. Je te remercie. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se voit très vite pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast de l'exploration humaine des matériaux et de la science du média Cosmos Materia. Allez, prenez soin de vous. Allez, salut. Salut!